Cloud. Donc, bonsoir à tous et toutes. Bienvenue à cette session de la communauté de pratique en agilité organisationnelle. Je suis Olivier Gourmand, coach agile depuis une quinzaine d'années, euh, co-animé avec Frédéric Moreau, qui n'est pas là ce soir, et Fatima Carrera. Nous accueillons Gaël Rebman, que je vais présenter dans quelques secondes, et nous avons Mélissa euh, directrice des opérations de Agile Montréal avec nous. Non, elle est partie. Bonsoir Fatima. Bonsoir. Euh, Gaël de Kanban Québec, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bah, très brièvement dans ce cas. Ce que j'aime bien dire, parce que toi, tu as dit coach agile, puis mais j'aime bien faire exprès de ne pas dire coach agile, moi. Généralement, quand je me présente, je dis que je suis coach et architecte organisationnel. Mais en vrai, c'est la même chose. Mais, mais j'aime bien dire ça parce que ça permet aussi de rappeler aux gens qu'on ne fait pas forcément que du Scrum et ce genre de choses. On fait aussi d'autres choses parfois. Donc, j'aime bien faire exprès de ne pas utiliser le mot agile, mais en vrai, c'est quand même ça mon métier. Donc oui, ce que je peux dire, parce que c'est le sujet du jour aussi, je suis aussi partenaire Unfix et formateur. Donc ça, ça peut vous dire pourquoi c'est moi qui vais parler aujourd'hui. Très bien, eh bien, merci beaucoup d'être là ce soir, Gaël. Donc, d'habitude, les Merci. rencontres de la communauté de pratique en agilité organisationnelle ne sont pas enregistrées. Vous êtes chanceux ou chanceuses, les personnes qui regardaient ceci en mode enregistré, pour deux raisons. D'abord, on veut favoriser l'interactivité et puis il faut être là pour savoir ce qui se passe parce que c'est le contenu ce qui fait la richesse et la valeur de cette communauté de pratique, c'est vraiment les conversations entre les personnes qui y participent. D'autre part, on veut que les personnes s'expriment sans aucun obstacle et de façon confidentielle, si elles le désirent. Donc, c'est pour ces deux raisons que d'habitude, on n'enregistre pas les sessions, mais exceptionnellement ce soir, on va utiliser cette vidéo-là un peu comme une vitrine. La partie atelier et discussion ne seront pas enregistrées, bien sûr. Donc, on aura l'occasion de se dire les vraies affaires, Exact. poser les vraies Là, questions. là, vous pourrez taquiner tout le monde. C'est bon, ça ne sera pas enregistré. Et sans plus tarder, je vais passer la main à Gaël pour une petite présentation de Unfix. C'est quoi Unfix, Gaël? Eh ben, on va en parler. Je vais partager mon écran déjà. Hop. Et normalement, vous devriez commencer à voir. Et dites-moi si c'est pas le cas. Oui, Mais normalement, c'est le cas. OK. Euh, Donc, ce que je voudrais mettre au point tout de suite, hein, ça va pas être une formation, c'est sûr, même s'il y aura des extraits de choses qui viennent de formation, etc. Vous verrez, il y a des slides que j'ai réutilisés. Hein. Je ne suis pas non plus, j'ai pas tout refait. Mais surtout, je voulais que ça soit un peu une découverte aujourd'hui. Donc, on va pas aller forcément très très en profondeur, on va aller plutôt en largeur, enfin, j'espère. Donc, on va essayer de faire ça. La première chose que je voudrais faire, bah, je vais tricher. Au lieu de parler moi, je vais vous faire parler en premier. Donc, je vais vous poser une question. J'aimerais bien savoir qui parmi vous a déjà vécu une réorganisation au sein de son entreprise. Allez, on lève les mains. Il y en a qui lèvent les deux mains. Il y en a qui n'ont pas assez de mains pour. Ouais, ok. Bon, beaucoup, beaucoup de mains levées. voilà, c'est ça, beaucoup de mains levées. Ok. Euh, Ce que j'aimerais bien savoir maintenant, c'est quelle était la raison? Oui, j'entends un commentaire, non? Non? Non, ok. Quelle était la raison derrière cette réorg-là? Allez-y, lâchez-vous, dites-moi tout. Ben, je peux commencer. Moi, j'ai Vas-y, André. été quatre fois dans des acquisitions. Fait qu'une acquisition euh, Ouais, force nécessairement de réorg. Fait que, sans ouais, compter ouais, les réorgs habituels, euh, des réorgs majeurs, là, des acquisitions. Je passais quatre fois par ce processus-là. ouais. Ok. Qui d'autre? Donc, les acquisitions, effectivement, c'est une grosse raison. Allez, les autres, soyez pas timides. On a tous vécu des réorgs, donc on ne sera pas surpris par vos raisons. Non, personne d'autre. Changement de stratégie, changement au niveau du Ouais. management.
Il y a Christophe qui a la main levée aussi. Effectivement, changement de stratégie, de management, c'est une bonne idée. Vas-y, J'allais dire ça, Christophe. changement de gestionnaire qui veut marquer le coup. Il n'y a personne qui me dit, surtout en 2024, bon, fallait faire des économies de budget, alors on a changé un peu tout ça. Ça, il y en a plusieurs qui ont connu ça, notamment dans le domaine du jeu vidéo. Euh, donc il y a plein de raisons comme ça. Si vous en avez d'autres, moi je suis ouvert à les entendre, hein. Mais ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que dans les choses que vous m'avez dites jusque-là, en tout cas, euh, bah, ça a l'air d'être assez subi. Il y a eu un événement qui s'est passé, puis on s'est adapté à cet événement-là. Donc on a subi, puis on s'est adapté. Généralement, 80% des réorganisations, c'est ça, c'est subi. Et donc c'est vraiment déclenché par quelque chose. Ce qui veut dire qu'on n'est pas exactement maître de la réorg. C'est pas nous qui nous sommes dit, hey, on devrait faire cette réorg pour anticiper quelque chose. Ok. Et le problème des réorgs qui sont subis comme ça, c'est que généralement, on n'en subit pas qu'une, on en subit plein de suite. Puis l'organisation, la structure, elle va changer organiquement. Puis à force de changer organiquement, elle va ressembler à ça. Donc c'est un peu un mutant qui n'est pas forcément exactement comme on l'avait imaginé. Là, c'est à moitié un animal, à moitié un arbre, à moitié un monstre. C'est pas super maîtrisé. Et là, on se dit, ok, moi, je veux bien la maîtriser, mais on fait comment? En fait, il y a une règle pour ça, et je voudrais commencer par ça. C'est pas dans une fixe, hein, ok, mais ça introduit bien une fixe, je trouve. Cette règle, elle s'appelle la loi de Conway. Est-ce que quelqu'un connaît la loi de Conway? André, il fait semblant que non, mais je sais que oui. Je vais vous l'expliquer. Il n'y a personne qui se manifeste. Ok, donc c'est moi qui explique. Pas de problème. La loi de Conway, en fait, elle dit tout simplement que les choses qu'on produit reflètent la façon dont on est organisé. Là, je schématise exprès, je simplifie exprès, mais le fond de la loi de Conway, c'est ça. Ce qui veut dire, je vais vous donner des exemples qui ne sont pas de moi. Il y a une super conférence en ligne de Julien Topcu. Euh, donc c'est en français, même si les slides sont en anglais, qui explique les effets de cette loi de Conway. Donc là, il dit, imaginez, à droite, on a organisé nos équipes de la façon suivante. Il y a des équipes qui sont dédiées aux composants utilisateurs, des équipes dédiées aux composants shopping, des équipes dédiées aux composants paiement, etc. Et facture, le dernier. À gauche, c'est l'architecture qui est probablement celle qui va émerger d'une organisation comme celle-ci. Pas de surprise. Effectivement, vu que ces équipes-là ont l'air d'être des équipes un peu composants, elles vont créer des composants qui correspondent à leur spécialité. Super. Puis un jour, ils se disent, hey, si on ajoutait un nouveau composant, checkout. Vous voyez, ils veulent l'insérer ici, là. Ça, c'est ce qu'on avait avant en haut. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, j'espère que oui. Oui. Donc, ils essayent d'insérer un nouveau composant de checkout. Ils se disent, enfin, l'architecture finale qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un composant là. Mais on a toujours ces équipes-là. Alors, c'est la responsabilité de qui de faire checkout. Puis là, ils savent pas et ils vont tourner en rond pendant longtemps. Ouais, c'est à cheval entre shopping, paiement. Ouais, mais c'est un peu de la facturation aussi. Bref, s'il n'y avait pas une équipe dédiée aux composants de checkout, c'est super difficile de faire correctement cette architecture cible-là qu'ils avaient là. Donc, la loi de Conway, en fait, ce qu'il faut, c'est surtout essayer de l'utiliser à l'envers. Donc, généralement, dans la littérature, vous allez le trouver, ça s'appelle le Reverse Conway Maneuver. Ouais, c'est la manœuvre de Conway inversée, hein, en français. Mais l'idée, c'est la suivante, ce serait peut-être mieux de savoir ce qu'on veut obtenir comme résultat d'abord, avant même de commencer à le faire, et en déduire comment on devrait s'organiser pour maximiser nos chances d'obtenir ce résultat qu'on aimerait avoir. Donc, au lieu d'avoir nos équipes telles qu'elles sont à droite là et de prier pour qu'elles arrivent à faire l'architecture qui est en bas à gauche, on devrait plutôt partir de l'architecture qui est en bas à gauche et dire il faudrait quoi comme équipe pour réussir à le faire. Ok. Ça, c'est cool, hein? Et justement, essayer de faire ça, essayer d'avoir les outils pour bien se structurer, c'est un des plus grands contributeurs de succès d'un groupe, d'une organisation, d'après les travaux d'un Américain, d'un chercheur américain qui s'appelle J. Richard Hackman.
Donc, on va regarder un petit peu plus en détail ce que M. Hackman nous raconte. M. Hackman, il nous dit que le succès d'un groupe, c'est fait de 3 choses. Le premier, on vient de le découvrir ensemble, c'est comment on se structure. Okay. Donc, comment on s'organise, comment sont faites nos équipes. Ça comprend aussi les gens qu'on met dans les équipes. Donc, il faut aussi bien choisir les personnes. Ensuite, le deuxième facteur, si ça veut bien passer, ouais, c'est bon. C'est comment je lance, comment je démarre ces équipes-là et quelles sont toutes les règles qu'elles vont se donner pour fonctionner. Donc, toutes leurs règles de fonctionnement. Généralement, on dit working agreement, même si c'est pas du français. J'ai pas trouvé d'équivalent super propre, mais j'espère que vous comprenez ce qu'il y a derrière. C'est vraiment ça, c'est tous les accords, toutes les petites règles, toutes les politiques que les équipes vont se donner entre elles pour comment on va fonctionner. Donc, d'un côté, comment on est organisé et de l'autre, comment on gère le travail. Et enfin, le troisième, c'est notre préféré à tous, même si j'ai fait exprès d'éviter le mot, c'est le coaching. Il y a tous ces petits ajustements qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Donc, ces 3 choses-là contribuent au succès d'un groupe. Puis vous voyez bien que j'ai fait exprès, elles n'ont pas tous la même taille, parce qu'en fait, elles ne contribuent pas tous à la même hauteur. La façon dont on est structuré contribue à hauteur de 60% au succès d'un groupe et d'une organisation. Tous les accords, toutes les règles, toutes les politiques, 30%, et le coaching, 10%. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que moi, ce que j'aime bien, ce que je trouve vraiment marrant, en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment drôle, mais moi, je trouve ça drôle, c'est que la plupart de nos entreprises, elles misent tout sur le coaching. C'est là où on dépense le plus pour essayer d'augmenter le succès d'un groupe. Ce qu'on fait généralement pour faire ça, on va fixer les deux premiers critères en utilisant un framework. On va dire, OK, il me force à m'organiser d'une certaine façon avec certaines règles de travail. Je vous donne un exemple, SAFe, Scrum, c'est exactement ça. Voilà comment vous devez vous organiser, voilà les règles pour que les gens travaillent. Ils ont des rétros, ils ont des choses. OK, ça c'est typiquement le genre de règles. Et si on fait ça, on se prive en fait un petit peu de l'infinité de possibilités qu'il y a dans ces 2 catégories-là. Donc ça peut être problématique. Donc on est moins adaptable. Et on mise tout sur ça. Voilà, on fait venir une armée de coachs, puis on leur dit, bon, ça marche pas notre histoire, faites-nous fonctionner tout ça. Mais en vrai, les coachs peuvent faire tout ce qu'ils peuvent, mais ils vont influencer seulement 10% du succès. Donc au final, c'est quand même une goutte d'eau dans l'océan si on s'est privé des 2 autres catégories. Et on en arrive à Unfix. Voilà, ça y est, enfin. Ça y est, je lâche le mot. Unfix, en fait, c'est ça, c'est une boîte à outils, tout simplement une boîte de Lego. Je sais que tu aimes bien utiliser ça aussi, toi, Olivier, comme terme, mais c'est vrai que c'est ça. C'est une boîte de Lego avec des outils pour chacune de ces 3 catégories. C'est pour ça que j'avais mis plein de couleurs flashy, c'était pour que ce soit les mêmes couleurs que les briques, là. Et je vais vous donner un aperçu de tout ce qui existe dans Unfix en un seul slide. Attention, ça va être surprenant. Voilà, il y a tout ça. Il y a 25 catégories de choses dans lesquelles on peut piocher. Donc ça, c'est tout nouveau, là. Il y a plein de gens qui l'ont jamais vu, celui-là, même les gens qui connaissent bien Unfix, même ceux qui ont fait les formations il y a quelques semaines ne l'ont pas vu, ça. Ça, en fait, l'idée, pour vous dire ce que c'est ces catégories-là, on s'est dit que vu que Unfix, c'était une boîte de Lego, avoir des formations qui sont déjà toutes faites et puis elles sont packagées déjà, c'est un peu bizarre. Ça ne va pas avec l'esprit boîte de Lego. Du coup, ce qu'on a fait à la place, on a catégorisé nos ateliers en petits thèmes comme ça. Puis on s'est dit, on pourrait, en fonction des besoins des clients, dire, cette personne-là, ils vont avoir besoin de people and support, de building and testing, et de data and empirism. Et puis hop, on leur fait une formation avec ces 3-là. On pourrait faire ça. C'est ça l'idée, c'est aussi de faire en sorte que les formations elles-mêmes soient modulaires. Mais donc là, vous avez tous les thèmes qui sont possibles. J'attire votre attention sur un en particulier, celui-là, celui du milieu. Il est au milieu, c'est pas pour rien, je le grossis un peu. Teaming and reteaming. Okay, c'est comme ça que ça a commencé en fait, Unfix. Donc c'est celui des 60% de succès. Donc c'est normal qu'on ait commencé par celui-là, celui qui a le plus de chances d'influencer le succès de vos organisations.
je vais faire une pause là parce qu'après, je vais rentrer dans le détail de teaming and reteaming. Est-ce que ça va jusque-là ou est-ce que vous avez déjà des questions? Ça va. Puisque tu as parlé de formation et d'atelier avec Jürgen Appello, Oui, peut-être on pourra demander. Je sais qu'il y a au moins une personne qui était à cette formation-là, ouais, d'en parler un peu, Oui. de façon à rendre ça un peu plus vivant. J'ai ouais. des photos. C'est une photo, on sait que tu étais là, on a des preuves. C'est pas moi qui les ai prises. On m'a pris en photo. Est-ce que tu me diras quand c'est un bon moment, Gaël? Euh, Ça peut, ou alors juste après, quand j'aurai détaillé teaming and reteaming, ça peut être ça. C'est comme tu préfères. Si tu sens que c'est le bon moment, moi je pense que ça peut être un bon moment maintenant. Ok. André, André, allez, est-ce que go! tu voudrais partager un peu ton expérience? Je vais essayer de retrouver les photos. Donc, est-ce que Unfix, c'est un cours traditionnel ou comment était cette formation, André? Ben, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, bon, j'avais mes petites cartes ici. C'est un bon outil pour voir où on en est dans l'organisation, pour réfléchir à comment la faire évoluer. En tout cas, ça nous change beaucoup comme perspective des cadres habituels où c'est prescriptif. Ça nous donne beaucoup d'options sur ce qu'on peut faire. Ça nous ouvre les yeux sur plusieurs options d'évolution de l'organisation. Fait que moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'en aurais pris plus. En fait, il y a certains points, hein, ça m'a ouvert l'appétit. J'aurais continué. Fait que vu que j'avais encore un peu faim. Ben, j'ai vu que qu'on pouvait aujourd'hui avoir un petit dessert aujourd'hui. Fait que ça m'a tenté de venir vous voir pour continuer le repas avec vous. Parfait. Donc, ouais, Ouais. la formation, on a vu les photos, on a vu qu'André était là, on a vu qu'Olivier était là. Cette formation-là, elle est plus traditionnelle que ce que je viens de vous raconter juste avant, hein. Elle est plus, l'ordre du jour est déjà établi clairement en avance et puis d'une session à l'autre, vous allez retrouver des choses très similaires. Euh, Ce que je vous ai montré, bah, je vais repartager mon écran du coup, ce que je vous ai montré juste avant là avec les 25 ateliers possibles. Hop. Donc ces 25 choses-là, là, c'est tout neuf là. Il y a encore, je pense, personne qui est passé à travers ces formations-là. Mais là, c'est vraiment du cherry picking là, hein. On va pouvoir choisir ce qu'on veut. Bah, moi, je veux voir la case numéro 25 et la 10. Et si je veux juste ces deux-là, vous me faites une demi-journée avec ça et c'est tout. C'est vraiment à la carte là. On n'a Ça pas va besoin de faire des lignes, des colonnes, puis de dire bingo avec ça, hein. C'est- Voilà, on pourrait, ça pourrait être, je vais le suggérer à Jürgen de. Tu sais, tu auras ta carte, puis tu pourras tout compléter là. Je les ai tous vus. Voilà, bingo. Exactement. Donc ça va jusque-là? Mais est-ce qu'on rentre dans le détail un petit peu? On y va? Allez, on y va. Donc, encore une fois, ce que je voulais faire, moi, je voulais vous montrer celui-là en priorité parce que c'est vraiment, c'est ce qui a lancé Unfix et puis c'est aussi le cœur, un petit peu le cœur de ce qu'on fait. C'est très rare qu'on fasse des formations sans montrer ça. Je crois même que ça n'existe pas des formations sans montrer ça. Euh, donc l'idée, là, c'est le slide qui fait peur parce qu'il y a tout en même temps. Là, il y a tout ce qui est possible de faire dans le teaming and reteaming dans Unfix. Mais évidemment, c'est ça la petite note qui est à gauche. C'est il faut surtout pas que vous vous disiez il faut que j'implémente cette chose exactement comme ça avec tous ces beaux diagrammes qu'on ne comprend pas encore, avec ces chiffres sur la droite, avec ces petites étoiles au milieu, avec un I, un E, tout ça. Non, tout ça, vous n'avez pas forcément besoin de prendre tout, ok? C'est comme la boîte de Lego, là, hein. Quand j'ai mes 5000 briques de Lego dans ma boîte, bah, je peux quand même construire un truc avec juste 10 briques parce que j'avais envie. Bah, là, c'est pareil, ok? Ça, c'est tout ce qui est possible de faire dans le teaming et reteaming. Ça ne veut pas dire que vous devez tout utiliser. Ok. Donc, on voit qu'il y a des codes couleurs là-dedans parce que Jürgen, il adore les couleurs. On l'a vu jusque-là, hein, c'est flashy, hein. Euh, mais c'est un bon rappel aussi, c'est un bon aide-mémoire plutôt. Alors, on va plonger un petit peu dans les quatre premières couleurs qui sont les quatre types d'équipes qu'il appelle
les topologies fondamentales. Donc, pourquoi il utilise le mot topologie? C'est parce que dans la littérature, on voit en bas à gauche, il y a un livre très célèbre qui s'appelle Team Topologies, qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui est un peu celui qui a remis sur le devant de la scène l'idée de il faut un petit peu cartographier nos organisations plutôt que juste les laisser devenir des arbres animaux mutants, comme je vous ai montré tout à l'heure, plutôt que de juste les laisser organiquement se transformer tout seuls. C'est bien au moins de les cartographier pour au moins commencer à comprendre. Donc ce livre-là, ça a mis ça en avant, puis eux, ils ont défini 4 types d'équipes. Donc on va les regarder ensemble parce que dans Unfix, on les a réutilisés. On les a renommés cependant, un petit peu, pas que ça soit du plagiat total, mais surtout aussi parce qu'on a amené quelques nuances dedans. Donc on y va, on va regarder ces 4-là en premier. Le premier, le jaune, on reverra le dessin après, donc je n'ai pas besoin de vous le remettre tout de suite. C'est généralement celle dont on aura le plus grand nombre. On aura le plus grand nombre d'équipes de ce type-là. L'idée, évidemment, ça s'appelle Value Stream Crew. Donc, on voit les termes officiels de Unfix sont en bas à gauche, alors que les termes de Team Topology sont en haut à gauche. Okay, donc, eux, ils appellent ça des Stream Aligned Team et nous, on appelle ça des Value Stream Crew. Alors, on voit déjà qu'il n'y a plus team, il y a crew. C'est fait exprès. C'est parce qu'on s'est aperçu que squad, cells, Teams, tout ça, c'était très connoté dans certains frameworks. Et puis, on veut justement sortir des gens de cette idée-là. On n'est plus dans un framework. Là, on est vraiment dans une boîte à outils, une boîte à Lego. Donc, on va utiliser un terme qui n'a pas encore été utilisé ailleurs. C'est juste ça la raison. Il n'y a pas d'autre raison que ça. L'idée ici d'une équipe qui est dédiée à un value stream, c'est vraiment de se dire, je regarde euh, euh, ma valeur entre le moment où mon client me demande quelque chose et le moment où je lui rends un service ou que je lui donne un produit entre les mains. Donc, c'est vraiment depuis le client jusqu'au client. C'est ça un value stream, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais dédier des équipes à faire tout ce voyage-là, tout ce travail entre le moment où le client demande quelque chose et le moment où le client reçoit quelque chose. Donc, je vais en avoir plusieurs des équipes comme ça si j'ai plusieurs value streams dans mon organisation. Ça va à peu près ce que c'est un value stream parce que ça, c'est un des trucs les plus compliqués qu'il y a dans le deck aujourd'hui. OK? Donc, on peut passer du temps à expliquer celui-ci si besoin. Ça va? Ouais, c'est Oui. timide, c'est timide. Ouais, ok, c'est bon. Parce que je ne vois pas tout le monde d'un coup, je vois que quelques-uns. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous n'êtes pas sûr. Je fais ouais, value stream, je ne suis pas sûr. Donc, c'est ça l'idée. Je vais en avoir plusieurs. On les représente généralement comme ça, en jaune, de façon horizontale. Donc, c'est vraiment, comme c'est écrit ici, une responsabilité de bout en bout euh, euh, pour gérer le flux de valeur du moment où le client émet un besoin jusqu'au moment où ce besoin est satisfait. C'est ça l'idée. Okay. Je vais en avoir plein. Alors aussi, vous allez voir que euh, ça va très bien avec l'idée de crew. À chaque fois, on met des captains dans les équipes. Donc, c'est plus ou moins une sorte de leader dans l'équipe. Ça ne veut pas dire que c'est le chef de l'équipe. Okay. On va voir pourquoi je dis ça, parce qu'il y a une raison particulière pourquoi je dis que ce n'est pas le chef. Mais généralement, c'est le leader. Ça peut être le point d'entrée, quand on veut communiquer avec cette équipe-là, généralement, on va commencer à s'adresser à cette personne-là. C'est surtout ça. Okay, c'est comme dans l'holacratie, pour ceux qui connaissent ça, il y a des premiers liens pour que les équipes puissent communiquer entre elles. Ça serait le capitaine dans notre cas ici. Okay, c'est vraiment la personne, le point de contact. C'est vraiment ça. Et pourquoi les smileys, ils n'ont pas tous la même tête? Juste parce que ça faisait marrer les gens chez Unfix de mettre des smileys un peu aléatoires comme ça. Donc, il y a aucun sens caché derrière la tête des gens. C'est c'est juste pour rire. Donc, ça sera le cas pour toutes les équipes que je vais vous montrer. Ok. Donc, là, on a vu la première, qui est issue du livre et qu'on a un petit peu transformée, qui est le Value Stream Crew. On va passer à la deuxième. Donc, on voit que là, maintenant, le dessin, il a l'air plus vertical. Donc, dans Team Topologies, ce second type d'équipe-là, il s'appelle les Enabling Team. Puis nous, on l'appelle le Facilitation Crew. L'idée ici, dans le livre, à l'origine, c'est vraiment des équipes qui vont aider les autres équipes à résoudre certains problèmes.
C'est vraiment ça. On va les aider à s'aligner sur la résolution d'un problème. C'est vraiment juste ça. Nous, on l'a un petit peu modifié. Euh, on l'a un petit peu modifié dans le sens où on s'est dit, c'est pas forcément que des problèmes que ces équipes-là vont aider à résoudre. Ça peut être tout simplement aussi bah, de mieux s'aligner, par exemple. Ça peut être ça. Donc, c'est vraiment une équipe dont l'objectif, c'est de faire en sorte que les autres équipes travaillent plus efficacement, mieux et plus facilement. Voilà, c'est tout. Donc, c'est vraiment c'est l'huile dans le moteur, c'est ça qu'ils font. OK. Donc, c'est pas forcément des gens qui ont des choses à produire. C'est vraiment des gens qui doivent aider les autres à produire mieux. C'est ça l'idée. Euh, et là aussi, on va commencer à voir autre chose. Donc, toujours encore, hein, il y a toujours un captain. Dans tous les cruises, il y a un captain. Mais ce n'est pas forcément des gens qui sont dédiés aussi. Ce n'est pas forcément des gens que vous n'aviez pas encore vus. Ça peut être des gens qui sont issus des équipes qu'elles vont aider. OK. Ça peut être un sous-ensemble de ces personnes-là qui font partie d'une deuxième équipe en même temps qui serait une équipe de facilitation. C'est important de le retenir, ça, parce que justement, on n'a pas l'habitude dans les autres frameworks, on dédie les gens à une seule équipe et puis c'est tout. Là, ils peuvent faire partie de plusieurs. Donc, c'est important de le savoir. Ça va jusque-là? Deuxième type d'équipe, on est bon? Donc, est-ce Est-ce qu'on qu'il va y pourrait avoir trouver des... des... Oups, Ah, là, il y a des questions, c'est bien. Pardon. vas-y, lui. Est-ce qu'il pourrait y avoir des coachs dans une équipe de facilitation? Oui, alors c'est l'exemple classique, effectivement, les coachs agiles, les Scrum Masters, ce genre de choses-là pourraient se retrouver dans une équipe de facilitation comme ça, effectivement. Et euh, ça, on va parler d'un autre framework, ok? Euh, Par exemple, vous avez peut-être déjà vu dans votre vie professionnelle des Scrum of Scrums. Ok. Donc, bah, typiquement, les Scrum of Scrums, c'est quand tous les coachs ou les Scrum Masters se réunissent et puis ils essayent d'aligner leurs équipes vers un objectif commun. Bah, là, ça serait effectivement un bon exemple, ce Scrum of Scrum, d'un Facilitation Crew. Pour ceux qui connaissent euh, mince, je suis en train de perdre le nom. Less, et ils ont une équipe dédiée à la synchronisation des value streams. Bah, ça serait aussi un facilitation crew, par exemple. Ok. Moi, c'est ça, ma question était, dans Team Topology, justement, le Enabling Team, leurs exemples sont plus techniques, donc Ouais, une équipe de tooling ou quelque chose comme ça. Là, ouais. est-ce qu'une équipe tooling, ça fitterait dans ce modèle-là, comme une équipe facilitation ou pas tant? Non, on va voir qu'on en a un autre pour ça. Ok. Ça pourrait, mais généralement, on utilisera un autre modèle que je vais montrer bah, juste après d'ailleurs. J'ai vu qu'il y Maël? avait une autre main levée. Oui. Ouais, Maël, je Ouais, crois. c'est moi, merci. Non, mais j'étais resté accroché sur le fait que tu disais que les gens de l'équipe du crew facilitation, pardon, Ouais. pouvaient venir des autres équipes. J'ai comme vous voyez le fait vous n'avez pas peur, entre guillemets, que ça affaiblisse soit le facilitation crew parce que la personne est débordée dans son équipe A, ou l'inverse, qu'on affaiblisse l'équipe A parce qu'il est trop Ouais. occupé à aller faciliter ailleurs. Donc, c'est quoi la perspective là-dessus? Ouais, c'est génial que vous posiez on se tutoie, on se voit, je sais pas, je vais te tutoyer, ok? Ah, j'ai commencé, désolé, c'est l'habitude. Non, mais moi, je suis bien avec tout. Euh, c'est une excellente question, ça, parce qu'effectivement, c'est le genre de considération qu'il va falloir avoir quand on va se dire, est-ce que je veux dédier des gens là ou pas? Ah, en fonction du volume de travail que j'imagine qu'il va y avoir dans le Facilitation Crew, si c'est pas des gens dédiés, bah, je vais les enlever de leurs autres tâches et ça va pas aller. Ils vont se perdre. La charge cognitive, on va beaucoup parler de ça là. La charge cognitive va être trop importante et les gens vont pas y arriver. Si je le sais déjà, mais je me suis posé la question, vous voyez, je l'ai pas subi. C'est pas, j'ai tenté au pif, puis, puis je verrai bien. Bah, parfois, on va se tromper quand même, hein, mais on va essayer de l'anticiper justement. Il y a des outils pour faire ça. Parce que là, je vous montre les équipes et on ne se rend pas compte qu'il y a, en fait, pour chacune des équipes, il y a deux autres paramètres qui vont avoir. Donc, bah, je vais en parler maintenant, comme ça, vu que la question le permet. Euh, il y a
La durée de vie de cette équipe-là, est-ce qu'elle a une durée de vie fixe que je connais déjà, ou est-ce qu'elle a une durée de vie infinie, en tout cas que je ne peux pas anticiper? Donc ça, c'est le premier paramètre. Puis le deuxième paramètre, c'est est-ce que je veux qu'elle soit, entre guillemets, poreuse? C'est-à-dire les gens peuvent venir, partir, etc. Donc les gens vont changer à l'intérieur de cette équipe-là. Ou est-ce que je veux que les équipiers soient des personnes fixes, puis je les garde le plus longtemps que je peux au sein de cette équipe-là. Et avec ces deux paramètres-là, bah, on arrive à faire quatre types d'équipes, hein. Donc durée longue, durée courte, avec les gens qui sont fixes ou les gens qui sont pas fixes. Et là, on s'en rend pas compte ici, hein, parce que c'est juste le type d'équipe, mais tu vois que juste avec un type d'équipe, déjà, je peux avoir quatre possibilités. Mais c'est pas au hasard. Il faut vraiment choisir, il faut vraiment anticiper, se dire, bah ouais, non, là, moi, dans mon cas, il faut que ce soit des gens dédiés, fixes. La durée de vie, bah, je peux pas la prévoir, donc c'est comme si c'était une équipe infinie, etc. Donc tout ça, toutes ces questions-là, vous allez vous les poser pour chaque type d'équipe, pas juste le facilitation, hein, toutes. Ça va, ça répond à peu près à ta question, mais ouais, super. Il y a d'autres réactions sur celui-ci? Non? All right, on passe au troisième. Le troisième. Alors moi, c'est plus là, Jean-François, c'est ça, hein, c'est Jean-François, ouais. Jean-François, là où je voyais une équipe qui va plus aider techniquement, je la mettrais plus dans ce schéma-là. Donc, dans Team Topologies, il y a un schéma qui existe qui s'appelle Complicated Subsystem Team. Nous, on va l'appeler Capability Crew. Euh, L'idée ici, c'est vraiment, j'ai parlé de charge cognitive tout à l'heure, là. C'est vraiment d'essayer de diminuer la charge cognitive des autres équipes, notamment en apportant de l'expertise et dire, OK, tout ce qui est, je sais pas moi, sécurité, je vais pas le mettre entre les mains de mes équipes traditionnelles parce que nous, on est super pointus dans notre entreprise et donc ça demande une expertise super poussée. Si je demande ça aux autres équipes, bah, ils ont plus le temps de faire le reste de leur travail. Donc je vais mettre des gens spéciaux dédiés pour ça. Et puis ces gens-là, on va regarder, on les a mis aussi à cheval, comme ça. Donc là, donc, comme c'est écrit là, ils vont offrir leur expertise unique. Mais là, il y a plein de petites subtilités qui ne sont pas écrites, dont je vais vous parler maintenant. Ça reste une équipe, donc ils ont des objectifs d'équipe. Okay, donc ça peut être, ils vont créer peut-être des composants, des librairies, des choses, ok, ça peut être ça. Mais en plus de ça, quand ils vont être envoyés pour aider une équipe, généralement une des équipes jaunes, là, donc là on ne voit plus que c'est jaune, mais celle qui s'appelle Value Stream Crew ici, là, quand un de ces experts est envoyé là, il devient un membre invité de cette équipe-là. Donc, il participe à tous les événements, tous les ateliers, etc. de cette entreprise, comme si c'est de cette entreprise, non, de cette équipe, pardon, comme si c'était un membre de l'équipe. Donc, si cette équipe-là est une équipe Scrum qui fait des quotidiennes, etc., l'expert va y participer. Okay, donc, tout ça, on ne le voit pas ici, là, mais c'est quand même derrière, il y a cette idée-là. Et là, du coup, j'anticipe une question, puis vous allez me dire si vous y étiez posé la question ou pas. Euh, on se dit, bah, ok, mais dans ce cas de ces experts-là, je ferais mieux de les mettre dans chacune des équipes plutôt que d'en avoir une équipe dédiée. Okay. C'est vrai. C'est vrai si j'en ai assez. Si j'ai assez de ces experts-là, j'ai pas à m'embêter à les regrouper dans une équipe spéciale. Je les distribue dans mes autres équipes. C'est vrai. Et c'est vrai aussi si, il y a quand même une condition, si j'ai assez de travail à leur donner pour les occuper à plein temps dans chacune des équipes. Ce qui n'est pas toujours le cas. Je vous donne un exemple classique. Un ergonome. Bah, c'est une expertise. Je vais en avoir probablement besoin dans plein de mes value streams. Mais une fois qu'ils ont répondu à mon besoin, qu'ils ont aidé l'équipe à avancer sur son problème d'ergonomie, j'en ai peut-être plus besoin tous les jours de cette expertise-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dis à cette personne merci, au revoir, c'était super de travailler avec vous. Ou je lui laisse la possibilité de retourner dans son pool d'experts pour pouvoir aller aider quelqu'un ailleurs. C'est aussi ce genre de questions qu'il va falloir se poser. Donc, ça veut dire que Capability Crew, je l'utilise que si l'expertise est rare, c'est-à-dire j'en ai pas assez pour distribuer partout, et surtout pas utilisé tout le temps par tout le monde. Parce que si c'est le cas, et que j'en ai pas assez de ces gens-là, donc, on peut imaginer ça, j'ai besoin de gens pour faire des tests. Okay.
Si j'avais juste une équipe d'experts qui serait un capability crew pour faire des tests, ça serait le bazar parce que tout le monde en veut et on veut tout le temps des gens pour faire des tests. Donc en fait, mon problème, c'est pas la rareté de l'expertise, c'est juste que j'en ai pas encore assez dans ma structure, donc il va falloir que j'en fasse venir plus. Donc ça aussi, c'est le genre de questions qu'il va falloir se poser. Est-ce que c'est une expertise rare? Est-ce que c'est une expertise que je veux utiliser souvent ou pas? Si la réponse à des questions-là sont oui, c'est probablement un capability crew qu'il va falloir que je monte et pas juste distribuer les experts. Si j'ai vu une main qui s'est levée puis qui est plus levée, Ouais, c'est encore moi, je suis timide. Non, mais en n'aie fait, pas peur. t'as répondu un peu à ma question parce que le problème, c'est pas d'en avoir besoin tu sais, de temps en temps. Le problème, c'est quand deux ou plusieurs équipes ont besoin en même temps de cette personne-là ou de cette Exactement. équipe-là. Le problème, il est plus là que l'inverse. Exactement. Donc, si c'est le cas, si tu te retrouves dans cette situation-là où finalement je m'étais monté un capability crew, puis ben, il y a trop de demandes, ils ne peuvent pas fournir. C'est-à-dire que ce n'était pas un Hmm. capability crew que j'aurais dû faire, j'aurais dû distribuer cette expertise-là partout, mais c'est juste que je n'ai pas encore accès aux personnes qui ont cette expertise-là, il va falloir que j'aille les chercher. Ou limiter ton whip parce que Ou t'as limiter pas la ton whip. capacité de Exactement. livrer. Voilà. Ça peut être ça aussi, effectivement. Et une des missions justement de ce capability crew là, ça peut être bah, cette expertise-là est trop rare pour le besoin qu'on a. Notre mission, ça va être de la faire grandir plus, de la diffuser plus. Ça peut être une de leurs missions. C'est pour ça qu'on on considère toujours que que c'est une équipe quand même et pas juste des membres invités. Donc, ils ont quand même des objectifs à eux. Ça pourrait être bah, diffuser la connaissance de notre expertise pour que nous, on souffre moins aussi. Ça peut être ça. Ça va jusque-là? Ouais? All right. On passe au quatrième et dernier qui est issu du livre. Bah là, on n'a pas changé beaucoup le nom. Là. Ça s'appelait Platform Team dans le livre. Ça s'appelle Platform Crew dans Unfix. Euh, L'idée ici, c'est vraiment euh, encore une fois, de réduire la charge cognitive, pardon, des équipes généralement des jaunes, hein, des Value Stream Aligned Teams, euh, en leur fournissant des services qu'ils utilisent de façon régulière. Donc, évidemment qu'il y aura des plateformes crew qui vont être techniques. Je gère une librairie de composants graphiques, par exemple, ça peut être ça. Mais ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être, ben, ils ont besoin d'expertise légale. Ben, je vais peut-être faire une équipe qui est transversale comme ça, qui va fournir de l'expertise légale avec des librairies, des outils de recherche, etc. et de l'expertise s'il y a besoin. Ok. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'essayer de diminuer la charge cognitive des autres aussi. Mais là, euh, ça va vraiment être ce serait comme vous avez l'habitude de voir dans plein d'entreprises des shared services, là. Bah, c'est plus ça, là. Ok. Donc, contrairement à celui d'avant, où c'est une expertise rare, là, c'est beaucoup moins rare. Et surtout, c'est un peu plus self-service. Donc, on va avoir une équipe qui va fournir ce service-là, mais les gens vont venir se servir eux-mêmes. Ok. Ouais, Jean-François, vas-y. Donc, comment poser cette question? Euh, pour moi, une équipe, c'est des gens qui partagent un but. Donc, ça part de là. Mais Ouais, là, ça semble, si c'est des gens qui vont bâtir des outils ou une plateforme qui va être utilisée par ouais, plusieurs, c'est pour servir les autres équipes, donc le ouais. shared services. Donc, ces gens-là ne partagent pas vraiment une feuille de route, disons, ou un but commun. C'est un groupe de gens qui ont des skills similaires et Ah, non, attends, non? je passe à ce slide-là, ok. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Euh, Ils ont quand même un objectif, ou plusieurs, qui va être quel service je peux rendre aux autres équipes pour qu'ils aient moins de choses à penser. Ok, ben, j'invente des trucs là, ok. Euh, alors c'est une entreprise qui utilise beaucoup de sites web, par exemple. Dans tous nos écrans, on a des recherches basées sur des dates. Donc, on a un composant calendrier à utiliser. Bon, ok, peut-être qu'on va le dédier à une équipe plateforme en disant, OK, au lieu d'embêter à chaque fois chacune des autres équipes pour qu'ils se reposent les mêmes questions, etc., pour diminuer leur charge cognitive, je vais dire, bah, on va en faire une sorte de librairie, ce composant-là, puis
le but de cette équipe plateforme, ça sera de gérer cette librairie de composants, dont le composant calendrier. Mais ils ont quand même un but, mais qui n'est pas forcément le même que les autres équipes, par contre. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire, oui, le but de cette équipe verte, c'est pas la même que cette équipe jaune qui est en haut ou que cette équipe jaune qui est au milieu, là. Ça, c'est vrai. C'est peut-être à cause de mon expérience où à chaque fois qu'il y a une équipe de shared services, il y avait c'est un groupe et des experts. Ouais, Et ben, justement, il y aurait une personne qui ferait calendrier. Donc, ouais, 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 ouais. il faut demander à Seb, c'est Seb qui s'occupe de calendrier. Ça, ça se peut. Fait que ça serait Euh, pas un platform crew, ça ça fitterait pas avec s- ce modèle-là. ben, alors, on verra quand je montrerai des exemples réels de cas d'utilisation de ça, mais ce que tu me décris là, ça pourrait être un ensemble de micro-plateformes cruise qui sont Ouais. de une ou deux personnes, mais qui ont chacune leur petit but. Et quand tu me dis, j'ai oublié le prénom que tu m'as donné, mais euh, C'est un euh, nom fictif. on va dire, Seb. André, c'est l'expert du calendrier, Maël, c'est l'expert la recherche élastique, ce genre de choses-là. Ok, ben, en fait, André, même s'il est tout seul, c'est quand même un plateforme crew à lui tout seul, puis Maël, c'est un plateforme crew à lui tout seul aussi. C'est rare qu'on ait qu'une seule personne, mais c'est faisable. Il n'y a pas de problème. On verra des exemples que je vais vous montrer après où ça existe. C'est pas des bottleneck crews, là? Bah, encore une fois, c'est pour ça. Ça revient au même que ce que Maël nous disait un peu plus tôt. Si eux, ils sont surchargés, ces gens-là, ouais, ça peut être très, très dangereux. Donc, effectivement, peut-être que leur mission, ça va être ouais, on va plutôt diffuser ta connaissance plutôt que de faire tout le temps appel à toi. Effectivement, mais c'est une question qu'il va falloir se poser. Tu as raison, ça peut être un gros bottleneck dans certaines entreprises. Et en plus de ça, il ne faudrait surtout pas que ça devienne un top-down crew. Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire par là. Top-down crew, c'est que des gens qui veulent dire aux gens en bas, faites ce qu'on vous dit. Ah, Ça, on voit ça souvent. ouais. Alors, c'est intéressant. Puis après, Christophe, je te donnerai la parole. Je rebondis juste sur ce que Claude vient de dire ici. Euh, il y a une chose aussi qu'on ne voit pas, il y a la notion de turf. On ne le voit pas sur ce dessin-là, mais en gros, c'est quel est mon territoire que je gère et puis que je vais défendre avec mon shotgun, comme dans les films, là. Euh, mais parfois, tu vas pouvoir dire, ben, ok, je suis plateforme crew, c'est moi qui gère cette librairie de composants, mais l'équipe numéro 13, j'ai super confiance en eux, je sais qu'ils sont bons, je ne vais pas être trop regardant sur ce qu'ils vont faire avec mes composants. Mais par contre, l'équipe numéro 14 vient juste d'être lancée. Eux, je ne les connais pas comment ils travaillent. Eux, par contre, là, je vais être super strict et je vais leur dire quoi faire au début jusqu'à ce que j'ai confiance en eux puis que j'assouplisse mon turf avec eux. Donc, il y a cette notion-là. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est une boîte de Lego. Puis sur le premier dessin, on voyait tout. Mais je vais le remettre, le premier dessin, là. Celui-là. Vous voyez, on voit turf écrit ici, là. Puis on voit qu'il y a des petites barrières. Il y a des barrières où il n'y en a pas. C'est vraiment ce que je suis en train de vous raconter là. Cette équipe-là, je la laisse pas taper dans ma librairie sans regarder ce qu'ils font, alors que l'autre équipe, j'ai pas de barrière. Ceux-là, ils peuvent y aller parce que je les connais, machin. Donc, cette notion-là de la liberté que je vais laisser aux autres, elle rentre aussi en jeu ici. Donc, tu peux être top-down avec une équipe, puis pas avec une autre. Donc, c'est vraiment, on offre une souplesse extrême hein, dans cette boîte à outils-là. C'est vraiment l'objectif, c'est ça. Et Christophe, enfin, je te laisse parler. Désolé, je suis bavard. Non, non, il n'y a pas de souci, c'est intéressant. Ça m'amène à la question inverse, en fait. Là, on vient de parler des crews de une ou deux personnes. Est-ce qu'il y a une limite haute? Parce qu'on dit souvent que c'est essayer de ne pas dépasser 10 Ouais. personnes dans une équipe, mais est-ce que là, il y a une indication pour ça? Oui, c'est toujours le même nombre de dumbbells qu'on va utiliser. Donc, alors, je vais reprendre le gros dessin encore une fois. J'aurais dû le laisser afficher en fait. Il y a une autre notion ici. On voit, il y a un truc qui s'appelle base ici. Ok. Donc là, c'est l'ensemble. C'est comme une unité, si vous voulez. Ça peut être une business unit, ça peut être plein de choses. Ok. Mais ce groupe-là, on aime bien qu'il ne dépasse pas 150 personnes. Donc la somme de toutes les équipes qui sont dedans, là, pas que ça dépasse 150 personnes. Donc ça, c'est le fameux nombre de dumbbells. Et pour chacune des équipes elles-mêmes, on aime bien que ça soit ouais, entre pas plus que 12. Là. Mais on aime bien ça. Si c'est plus, c'est pas grave, ça va arriver, on peut faire des exceptions, mais on aime bien ce nombre-là.
pas parce qu'il est magique, juste parce qu'on a constaté que ça marchait mieux. Et si tu le dépasses, tu as toujours une bouée de sauvetage dans Unfix. Et bah, je vais juste peut-être augmenter le nombre de facilitation crew que j'ai et peut-être dédier des gens à ça parce que bah, gérer plus que 10 personnes et les aligner, etc., c'est plus dur. Donc tu peux toujours jouer avec ça, mais quand même, mais pas 50 personnes dans une seule équipe, ça risque de pas trop marcher là. Donc il y a toujours cette notion qui est là. Ok, donc ça veut dire, excuse-moi Olivier, j'enchaîne avec l'autre question. Ouais, ouais, Donc ouais. t'es value stream crew, même combat, moins de 12 personnes. Donc Ouais. tu restes et c'est assez réduit à chaque fois, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux faire, euh, parce que dans Kanban par exemple, euh, quand Olivier m'a présenté, il a dit que je travaillais pour Kanban Québec. Donc Kanban, je connais bien aussi. On n'a pas ce genre de limite là. Et puis, il n'y a pas non plus, il faut que ça soit pluridisciplinaire, etc. Ça peut être mon value stream, il peut être fait de 4, 5 équipes, j'ai pas de problème avec ça. Mais en fait, là, c'est pareil, il n'y a rien qui t'empêche de faire ça. Dans cette notion de turf ici, là, tu n'as pas forcément qu'une seule équipe à l'intérieur du même turf. Je pourrais dire, OK, pour faire mon value stream, j'ai besoin de 50 personnes. Bah, je vais peut-être faire 5 équipes qui partagent le même territoire, qui est de rendre un certain service à mon client. Donc, tu peux jouer avec ça aussi. Comme je vous ai dit, c'est une boîte de Lego où tu peux jouer avec énormément de choses là. Mais ça peut être une très bonne façon de faire. En tout cas, moi, si on m'engageait dans une entreprise qui me dit pour rendre mon service, j'ai besoin de 50 personnes, est-ce que tu peux nous aider avec Unfix? C'est probablement une des choses vers lesquelles je les aiguillerais. Dire, tu sais, si tu mets 50 personnes dans la même équipe, ça va être ton coût de gestion et d'alignement, là, il est énorme. Alors que si tu en fais 5 et que tu mets juste un facilitation crew, ce sera peut-être moindre. Ça peut être une chose vers laquelle j'aiguillerais mes clients, en tout cas. Si. C'est vrai. Il y a d'autres questions? Olivier, je pense que tu avais la main en premier. Oui, en fait, quand Jürgen Appelo avait donné la formation, il a dit deux choses intéressantes. Une première qui était que la taille minimale d'une équipe, ben, il a donné comme exemple que lui était Oui, une facilitation crew dans Unfix parce que c'était le seul à vouloir s'occuper de la comptabilité, je crois, ou quelque chose comme ouais. ça. Je le montrerai après cet exemple-là, ouais. OK. Mais l'autre chose qu'il a rappelé, que j'ai trouvé super intéressante, c'était à propos du chiffre de Dunbar de 150. En fait, c'est l'ensemble des relations qu'une personne Ouais. peut maintenir de façon, in- euh, je sais pas, Active. amicale, Oh, ouais, euh, c'est ça. Ouais, c'est ça. et que ça inclut en fait Négative. ta famille, tes connaissances, etc. Donc, au travail, tu ne devrais pas avoir un groupe de 150 personnes, c'est beaucoup trop. C'est Donc, ça. ce serait plus proche de 50, quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai. Bonne remarque. Merci, Olivier. Vas-y, Maël. Oui. Ouais, t'as dit le mot gestion, puis tout d'un coup, ça m'a allumé sur les gestionnaires administratifs dans tout ça. Ouais, Comment on ils va y sont venir. disposés? Ok, parfait. On va y Excellent, venir. merci. Ben, je te donne un indice déjà. Il y a une équipe qui est là-haut, là. Tu vois qu'il y a une sorte de petit org chart là qui est dessiné. Hmm, C'est parce que les chefs ils vont se ils sont retrouver là. là. Ok, ouais. Mais Ok, on va y venir. On va y venir. On y est presque à parler de ça. Ok. ça marche. Ok, ça va jusque-là tout ce que j'ai raconté? Allez, il nous en reste trois types qui, eux, ne sont pas dans Team Topologies, qui sont vraiment propres à Unfix. Euh, et en fait, qui viennent vraiment de la vision du monde de Jürgen Appelo. Jürgen Appelo, il se voit comme ce petit garçon qui n'est pas content si son expérience n'est pas bonne. Il dit tout le reste est secondaire vis-à-vis de l'expérience que je reçois. Donc c'est ça le plus important pour lui. Il dit OK, mais si on fait ça, je vais passer ce slide-là. Euh, bah, il me faut peut-être dédier une équipe à ça, à faire en sorte que l'expérience des utilisateurs soit bonne. Donc ça n'existe pas dans Team Topologies. Donc c'est lui qui l'a rajouté. Et l'idée ici va être multiple. Alors comme c'est écrit là, ok, faire en sorte que l'expérience utilisateur soit bonne, ok, ça c'est l'objectif principal, mais aussi ça peut être aligner les autres équipes sur les bonnes pratiques d'expérience utilisateur. Donc là, tous vos
experts UX, probablement qu'il va falloir les mettre là. Mais pas que eux, hein, ça peut être d'autres. On va voir dans des exemples d'autres cas où les expériences cruise sont faites d'autres personnes que des experts UX. Maël, tu as déjà la main levée, vas-y. Ah, c'est une ancienne main. C'était une ancienne main, je la baisse à l'instant. Il n'y a pas de Désolé. problème. Ça va, ce que c'est celui-là. Donc, c'est très similaire à Facilitation Crew qui est juste à côté, là. Euh, mais vraiment, là, plus que l'alignement des équipes, ça va être vraiment d'aider les autres à offrir une expérience utilisateur de qualité. C'est vraiment leur objectif. Et on a remarqué que dans le passé assez récent, quand on a commencé à parler d'expérience utilisateur et de faire en sorte que ça devienne important, donc tout ce qui est le experience economy, ben, ça a coïncidé aussi avec la gig economy. Donc, pour avoir une super expérience de restauration, par exemple, et si on aidait les gens à se faire livrer le repas de leur restaurant préféré partout, puis hop, c'est comme ça que les Uber, ont existé, les Lyft, toutes ces entreprises-là. Ok. Je pourrais en citer un millier parce que maintenant, il y en a énormément. Et là, on s'est dit, ben, ça peut peut-être être une bonne idée aussi d'avoir des équipes, un type d'équipe spéciale pour gérer ce genre de relation avec des partenaires. Donc, on l'a appelé Partnership Crew. Et l'idée ici, c'est vraiment de, encore une fois, enlever de la charge cognitive aux autres équipes en gérant les relations avec des fournisseurs, des gens qui vont, des consultants, ce genre de choses-là. Donc des freelances, tout ce genre de personnel-là, euh, on pourrait les gérer par une équipe dédiée. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous ne le faites que si la charge cognitive pour gérer ce genre de contrat devient trop importante. Sinon, si c'est une fois de temps en temps, j'ai un fournisseur que je dois appeler et c'est un coup de téléphone d'une demi-heure tous les 6 mois, il n'y a peut-être pas besoin de dédier une équipe pour ça. Donc encore une fois, on se pose ces questions-là. Est-ce que j'en ai le besoin? Parce qu'on se rappelle, on n'est pas obligé d'avoir chaque type d'équipe dans notre structure. C'est tout ce qui est possible de faire. Ça va ce que c'est, Partnership Crew? Normalement, ce n'est pas le plus compliqué celui-là. All right. Et le dernier, notre favori. Mais ils sont où les chefs? Voilà, Maël, il s'est posé déjà la question. Ok, ben, ils sont où les chefs? Ils sont où les stakeholders, donc ceux qui sont des parties prenantes? Ils sont là, ils sont tout en haut. On a fait exprès euh, de, d'avoir une équipe ici. Donc, c'est la façon dont on aime bien le dire, c'est tous les chefs hiérarchiques doivent se retrouver là, de tous les gens qui sont dans toutes les équipes en dessous, là, ils doivent se retrouver là. Pourquoi ne pas avoir mis un chef dans chaque équipe? Parce que s'ils sont dans la même équipe, ils partagent des objectifs communs, puis d'un coup, ça peut changer des choses. Je vais vous donner un exemple très simple. Euh, Chez mon client actuel, euh, on a des chefs du côté IT, puis on a des chefs du côté des product owners. Et puis en mois de mars, ils sont tout contents, ils viennent d'avoir leurs objectifs annuels et le montant des bonus qui y sont associés. Et ils sont tout contents. Et puis le chef de l'IT, il est particulièrement content et il me dit, euh, tu sais, moi, mon objectif, c'est de livrer un certain nombre de fonctionnalités. Et puis je suis trop content parce qu'en fait, on est au mois d'avril là, puis j'en ai déjà fait 90%, ça va être trop facile pour moi. Alors que le chef des product owners, lui, il s'est fait avoir parce que lui, il doit livrer 100% de la documentation des besoins d'affaires. Et ça va être beaucoup plus dur pour lui. Le pauvre, il va avoir du mal à avoir son bonus. Puis là, tu te rends compte que c'est la première chose que je lui dis. Je lui dis, OK, vous n'avez pas des objectifs communs, donc vous n'êtes pas une équipe, OK. Mais ce qui est génial, c'est que maintenant, le chef des product owners, il va demander aux product owners de faire quoi? D'écrire la documentation, mais plus d'aider les équipes. Donc, toi, les fonctionnalités qui te restent, même si tu n'en as plus beaucoup à livrer, tu vas les deviner tout seul. Parce que les product owners, ils sont occupés à faire autre chose. Tout ça parce qu'on n'avait pas une équipe de chefs qui avait des objectifs communs. Donc maintenant, on est en train de subir ça chez le client actuel. De mince, en fait, l'IT ne peut plus rien faire parce que les gens du côté affaires, ils ont un autre objectif qui n'est pas le même. Donc là, déjà, juste en les mettant dans la même équipe, en théorie, ils devraient partager le même objectif. Donc ça, c'est le premier but de pourquoi on ne les a pas distribués partout.
Et une autre chose qu'on aime bien leur faire faire aussi à eux, c'est de mettre en place les contraintes. Quand on est un manager, ce qu'on fait, on crée un environnement en créant des contraintes. On ne veut pas que ce soit des contraintes gouvernantes, même si ça s'appelle governance crew. Donc les contraintes gouvernantes, c'est vraiment celles qui m'embêtent, qui me restreignent. On veut que ce soit des enabling constraints, pardon. Donc c'est des contraintes qui me permettent de construire autour d'elles pour créer des nouvelles choses. C'est plus facile à faire quand on n'est pas tout seul. C'est pour ça aussi qu'on veut les mettre dans une équipe. Parce que c'est, tiens, on a telle règle à mettre en place, je voudrais la mettre de telle façon. Tous les autres peuvent te dire, attention, là, si tu fais comme ça va être restreignant et ça va pas être habilitant. Okay, donc c'est ça le governing constraints et les enabling constraints. Donc on aime bien leur donner cette responsabilité-là. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas les isoler parce que c'est dur à faire tout seul, donc ils ont besoin de l'aide de leurs amis aussi. Ouais, il y a déjà une main levée. Vas-y, Jean-François. Oui, ben en fait, c'est bien de faire une équipe de gouvernance. C'est très faire dysfunction of a team, c'est bien. Mais la question, c'est comment ça fit avec une entreprise qui aurait un président et des VP, puis ben, tu as parlé, par exemple, du VP produit ou je sais pas quoi, ben, il y a sa place dans l'équipe produit, hein. Non aussi? Est-ce qu'ils peuvent être partagés ou jamais? Oui. Encore une fois, hein, comme je l'ai dit qu'une seule fois pour le Facilitation Crew, je vous dis, ce pas forcément des gens dédiés. C'est vrai aussi pour les chefs, hein. Les chefs, ils peuvent être ailleurs aussi, mais ils vont aussi avoir des objectifs dans leur governance crew. Donc, ils peuvent, et comme tu le dis, là, tu as pris un exemple de bah, probablement que ma business team, c'est probablement une facilitation crew ou une experience crew, ce sera probablement un de ces deux-là. Euh, le chef de ces gens-là, oui, il va se retrouver dans l'équipe, en plus de l'équipe de gouvernance. Effectivement, c'est un très bon exemple. Ça va? Merci. Yes. Si vous voulez, on peut regarder des exemples réels de vraies entreprises. Parce que là, j'ai donné plein de théories, mais j'ai pas montré ce que ça donnait en vrai. Olivier a déjà parlé d'un exemple, et on va commencer probablement par celui-là. Donc encore une fois, vous ne devez pas tout avoir. Exemple, ça c'est Unfix Company. Ok, donc, la vraie compagnie qui gère Unfix, les partenariats avec les formateurs qui produisent le contenu, etc. Ok. Ben, on va voir, c'est plus facile. Là, c'est pas des smileys, c'est des vraies petites photos. Puis on voit que ben, les gens sont représentés plusieurs fois. Ok, donc déjà, ça nous dit, tu vois que Jürgen, il est là-haut. Puis il est aussi là, là. Donc c'est bien un chef, mais qui fait aussi partie de certaines équipes. Et pareil pour son partenaire Yann Paul, qu'il est là, mais il est aussi dans un value stream, Yann Paul, dans plusieurs en fait, même. Il est dans deux ici. Là. Donc on voit que, on voit que c'est possible. L'exemple dont on parlait juste avant, c'est possible. Et ben là, il n'y a pas de facilitation crew dans celui-là, par exemple. On a un experience crew, mais on n'a pas de facilitation crew. On n'a pas de partnership crew non plus. Donc, même au sein de la Unfix Company elle-même, il n'y a pas tout. Donc, vite fait, pour vous dire ce qu'il y a dedans, on va pour l'instant ne pas parler de ça. Je vais vous dire juste ce que c'est, mais on ne va pas rentrer dans le détail de ces choses-là. Les chiffres, là, c'est les étapes du cycle de vie de l'équipe, où ils en sont dans le cycle de vie de l'équipe. Et les lettres dans des étoiles, là, c'est le type d'investissement qu'on fait pour ces équipes-là. Okay, donc il y a des improve, il y a des extend, il y a des maintain, okay, il y a ce genre de choses-là. Puis là, c'est pareil, le cycle de vie, plus le chiffre est élevé, plus tu es vers la fin de la vie de ton value stream. Okay, c'est juste ça que ça dit. Euh, donc, l'idée qu'ils ont faite ici, c'est ben, on a deux chefs, donc c'est eux qui donnent les contraintes, ok, et les value streams qu'on a, ben, c'est ignition, c'est-à-dire ça c'est quand je démarre des nouveautés, des nouveaux produits chez Unfix, ben, c'est cette équipe-là qui sont en charge, qui fait l'idéation, etc. Donc c'est vraiment l'équipe R&D si vous voulez, c'est un peu ça. Ici, c'est vraiment les gens qui gèrent les participants à nos ateliers, à nos formations, ce genre de choses-là. C'est ceux qui gèrent les certifications. Ça, c'est la personne qui gère le programme d'apprentissage
en ligne, mais qui est self-service. Et ici, c'est ceux qui gèrent tout ce qui est... alors, cette équipe-là, elle va bientôt changer d'ailleurs. On voit que c'est la plus avancée dans son cycle de vie. Tout ce qui est partenariat, les licences des formateurs, ce genre de choses, c'est eux qui gèrent ça. Et en dessous, bah, on a toutes les plateformes crew. Puis on voit, on avait donné cet exemple-là de est-ce que c'est possible que j'ai une plateforme crew avec une seule personne? Bah, la réponse, vous l'avez là. Oui, c'est possible. Euh, donc là, par exemple, Jürgen, il dit, je suis le seul à m'intéresser au côté légal dans cette entreprise, donc bah, il n'y a que moi qui le fais. Et puis j'enlève cette roche des souliers des autres, en fait. Parce que sinon, ils auraient constamment ce truc qu'ils n'aiment pas en tête, puis ça les empêcherait de faire le reste du travail qu'ils font beaucoup mieux. Cette partie-là, ils n'aiment pas la faire, donc ils la font forcément un peu moins bien. Donc je la fais et ça les soulage. Donc c'est ça l'idée. Ça va à peu près. Donc là, on est sur une petite, très petite entreprise même. Donc là, on est sur de la TPE. Donc il y a moins de 10 personnes dans cette entreprise-là. Mais on voit quand même qu'ils ont fait ça. Et ce qui est rigolo, j'aime bien quand même qu'ils aient une équipe où il n'y a personne. Je ne sais pas si vous aviez remarqué ça. C'est parce qu'ils savent. Donc je vous ai raconté la loi de Conway tout à l'heure, hein. Ils savent que pour faire le produit idéal qu'ils veulent construire, ça leur prend cette équipe-là. Mais ils n'ont pas encore trouvé les personnes pour prendre le rôle. Donc, ils l'ont quand même mise, ils savent qu'il la faut. Mais il faut trouver les bonnes personnes maintenant. Donc, je trouve ça assez marrant qu'ils fassent ça. Euh, c'est un bon rappel pour eux tout le temps de se dire, ouais, en fait, idéalement, on n'est pas encore dans notre forme de structure organisationnelle idéale. On doit encore faire un petit peu mieux. Donc, c'est super marrant. Des questions sur ce petit exemple-là? Oui, il y a Asma qui a la main levée. Oui, bonjour. En effet, là, Bonjour. ma question, c'est à propos les types d'équipes exactement. Tu as donné l'exemple de membership qui peuvent gérer tout ce qui est partenariat, etc. Ben, ça peut tomber dans une autre type d'équipe que partnership, je pense. Oui. Donc là, généralement, on peut se trouver dans cette situation. Genre, est-ce que c'est vraiment streamlined team ou bien plateforme? Ça peut être dans des Ouais. situations que je trouve dans mon retour d'expérience. Donc, comment on peut faire? Est-ce que tu as, par exemple, des patterns qui peuvent aider ou bien Ouais. là où vraiment, on va dire, ben, lorsqu'on va identifier les équipes, genre, ça, c'est 80%, c'est un plateforme, on va les laisser comme ça, ou bien c'est plus streamlined que d'autres là. En fait, avant de dessiner ces équipes-là et de choisir le type, tu dois vraiment essayer d'anticiper euh, comment tout ça va fonctionner une fois que ça sera en place. Puis là, si tu commences à te dire, bah, moi, la gestion ici comment on appelle ça, souscription, des abonnements des membres, euh, ça va occuper énormément de temps, mais c'est très important pour moi de fournir ce service parce que j'ai identifié que les formateurs sont un utilisateur de mon produit. Ok. Donc là, c'est pour ça que c'est streamline dans le cas de Unfix ici, c'est parce que pour eux, les formateurs qui veulent devenir des formateurs Unfix sont un type d'utilisateur qu'ils veulent accompagner. Ok. De même qu'ils ont identifié un autre type d'utilisateur, pour prendre juste l'exemple qui est juste au-dessus, qui serait bah, les gens qui veulent juste se former eux tout seuls, ils veulent apprendre tout seuls avec le site web sans avoir besoin d'aller dans classe. Bah, c'est un autre type d'utilisateur. Donc, si tu te dis déjà de base, mes partenaires, c'est des utilisateurs, ok, bah là, c'est Streamline direct. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Ok. Donc, ça, c'est la première chose que tu vas vérifier. Si ce n'est pas le cas, si c'est non, 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 moi, c'est vraiment des gens qui vont me rendre un service à moi pour que moi, je puisse plus facilement rendre un service à mes vrais utilisateurs. Ah, ok, là, eux, c'est pas des utilisateurs, c'est vraiment bah, des sous-traitants, en fait, on va dire ça comme ça. Là, ok, on peut commencer à se poser la question. Est-ce que je veux que ça soit des gens, je les ai en permanence avec moi, et puis ils vont juste aider les autres équipes, auquel cas probablement que ça sera des consultants que je vais mettre dans des plateformes cruise. Ou alors c'est vraiment des gens qui vont être beaucoup plus indépendants que ça. Et plus ils sont indépendants, plus il y a de chances que ce soit juste des contractuels que je vais gérer euh, autrement. Donc, si c'est très fréquent avec une équipe dédiée, donc mon partnership crew comme il y a ici à gauche,
Si c'est pas très fréquent, c'est probablement que je vais juste dire dans une des équipes Value Stream Crew, il y a de temps en temps une personne qui va gérer les contrats des sous-traitants, puis c'est tout. Donc là, ce sera plus la fréquence qui va déterminer si je dédie une équipe à ça ou pas. C'est vraiment la fréquence. Donc, OK, Ok. les deux questions à se poser, ou les trois même, Oui, c'est bon. c'est est-ce que c'est un utilisateur, mon Mhm. partenaire? Si oui, ben, dans ce cas-là, je l'adresse avec plutôt un Value Stream Crew. Si c'est pas un utilisateur, ça veut dire que c'est vraiment un sous-traitant. Là, c'est est-ce que je veux son expertise tout le temps, auquel cas je vais en faire un platform crew. Si c'est pas tout le temps dont j'ai besoin l'expertise, bah là, c'est à quelle fréquence j'en ai besoin et à quelle indépendance je veux leur donner. Si je veux leur donner beaucoup d'indépendance, je vais les gérer comme des partenaires externes et en fonction de la fréquence, soit avec une équipe dédiée, soit avec juste des gens qui vont le faire de temps en temps. C'est comme ça que je le ferais si j'accompagnais un client qui me dise bah moi j'ai des livreurs, je suis Amazon. Voilà, Amazon, ça serait un très bon exemple de ça. J'ai des livreurs. Ok, tu les veux in-house, tes livreurs? Tu veux que ce soit des employés? Non, tu veux que ce soit des contractuels. Ok, tu en as besoin souvent? Ah oui, j'en ai besoin extrêmement souvent. Ok, tu veux que tes équipes de vente s'occupent d'eux? Bah non, parce que du coup, ils vendent plus, ils s'occupent des livreurs. Ah, ok, probablement que chez Amazon, on va faire des partnership cruises pour gérer les ententes avec les livreurs. Je suis prêt à parier, je ne connais pas du tout comment ils sont organisés, mais je suis prêt à parier que c'est le cas. Parce qu'ils se sont posés ces questions-là. En tout cas, s'ils ne l'ont pas fait, ils devraient se les poser. Je suis dispo, les gars, chez Amazon. Non, je rigole. C'est probablement comme ça qu'ils le gèrent. Je suis quasiment sûr que c'est le cas. Ça va, Asma? Ok. Ça t'aide? Oui, merci. Parfait. Ouais, Jean-François, Question peut-être en avance de phase. Est-ce que tu vas pas de parler souci. des capitaines? Parce que je trouvais ça vraiment étrange dans Ouais, l'exemple de Unfix que les deux chefs ne sont pas capitaines dans leur équipe Value Stream. C'est particulier. ouais. C'est intéressant, hein? En fait, capitaine, c'est pas un chef. Il n'a pas d'autorité. C'est pas, ouais, il n'y a pas vraiment d'autorité en fait dans son équipe. C'est plutôt soit la personne qu'on suit pour ses compétences. Donc, un leader technique, ce serait un captain, par exemple. Mais c'est pas le chef des autres développeurs, par exemple, pour prendre des gens en IT. Mais dans d'autres, ce serait vrai aussi dans d'autres. La personne la plus expérimentée, probablement qu'on va dire, c'est le captain, parce que les autres vont l'écouter plus. Ok, ils vont le suivre juste pour ses compétences. Soit c'est un point de contact. J'ai donné l'exemple d'un framework qui existe déjà qui s'appelle Holacracy, qui est issu de la sociocratie, euh, qui est une façon aussi de gérer de l'interaction entre des groupes. Et eux, des premiers liens, deuxièmes liens, qui sont vraiment des gens qui aident à faire le lien entre plusieurs équipes. Ben là, c'est pareil, probablement que si j'avais pas de facilitation crew ici, mais que j'avais besoin de temps en temps d'aligner ces deux value stream crew, ce serait probablement les deux captains qui se verraient de temps en temps et qui diraient il faut qu'on s'aligne un peu. Okay. Selon la fréquence, soit je vais dire vous êtes une équipe de facilitation, soit juste les deux capitaines parlez-vous. Okay. Mais ce pas des chefs. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est pour ça que oui, je pourrais avoir un chef qui est là et aussi dans un value stream, et puis il n'est pas captain. Ouais, ça se peut. En vrai, ça serait rare, mais ça se peut. Donc, ok, fait que c'est donc un modèle qui est quand même C'est qui, hyper euh, souple, hein. C'est hyper souple. C'est vraiment ça qu'il mais, faut. mais quand même pas dogmatique, mais dans le sens positif. Donc, le middle manager ou justement le manager d'équipe n'existe pas vraiment dans ce modèle-là. Exactement. En fait, l'idée ici, ils veulent essayer de minimiser le plus possible le matriciel, en fait, hein. OK, C'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec ça. OK, merci. Dans la formation, d'ailleurs, avec Jürgen, hein, vous pouvez confirmer ceux qui étaient là avec moi, Olivier et André. Si André est toujours là, je ne sais pas. Oui, oui, il est Euh, toujours là. Il est Ah, toujours là. merci André. Je te voyais plus dans ma liste. Et il dédie un temps assez conséquent, peut-être bien une vingtaine de minutes, à juste expliquer qu'ils essayent de limiter le matriciel, même si on pourrait le reproduire si on voulait vraiment, vraiment, vraiment. Mais l'idée, c'est quand même d'essayer de l'éviter. Ça va?
Oui, Ok. merci. Ouais. Donc, par rapport à ce que tu viens juste de dire, Unfix ne vise pas forcément les grosses corpos, les grosses Ben, structures, parce que si, c'est quand si, même si, si. beaucoup matriciel. Ben, Ah, vas-y. oui, mais on veut les unfixer, justement. C'est ça l'idée. On veut justement leur Mais dire, c'est ça. on v- mais ce que tu dis, par contre, c'est plus un état d'esprit que beaucoup de ces grosses corpos-là sont pas prêtes pour ça, là. Il y en a plein qui vont C'est dire, ce que j'allais dire. Il ne doit pas avoir une bonne réception, en fait. C'était mon point. Exactement. Comment c'est reçu? Exactement. Mais il y a une technique pour mettre le pied dans la porte avec ces entreprises-là. Et je l'ai fait, par exemple, dans une grande banque nord-américaine dont je suis en train de cliquer le stylo en continu parce que j'ai des problèmes de nervosité. Euh, Eux, au lieu de leur dire, hey, on va fixer tout chez vous, on va vous organiser, ça va être génial, ils n'auraient jamais écouté ça. On leur a juste dit, non, mais ce qu'on va faire, on va juste mettre du vocabulaire sur ce que vous faites déjà. Parce que c'est bien d'introduire du vocabulaire, parce que si vous appelez tout juste équipe, ce qu'ils faisaient, hein, ils appelaient tout équipe, ben, vous gérez tout le monde pareil, et puis ça ne marche pas. Et toutes les équipes ont des particularités. T'imagines que mes experts, je ne les gère pas de la même façon que je vais gérer mes autres développeurs. Tu vois, mes experts en sécurité, il faut pas que j'en ai deux comme ça dans toute mon entreprise. Je ne les gère pas de la même façon que mes 200 développeurs. Ok, c'est pas la même façon Mais d'approcher. Gaël, Ouais, question, Gaël. ouais. Tes 200 gestionnaires, est-ce que tu les mets tous dans la même crew? Non, c'est dans la turf, en tout cas dans Non, la base. Est-ce que tu ouais, fais une seule crew de gestionnaires, une seule governance crew? Tu en as plusieurs. En fait, non, parce tu que en auras dans les plusieurs entreprises parce très que, grosses, hein? ouais. Alors, je répondrai à ça après, ok? OK. Euh, mais ces entreprises-là, donc les grosses entreprises qui sont pas prêtes là, tu leur dis juste, OK, au lieu d'appeler tout le monde équipe, on va juste prendre les noms de ces équipes qui sont là, puis on va les coller sur celles que vous avez déjà. On fait juste ça. Puis au bout d'un moment, quand ils font juste ça, ils se disent, ah, en fait, eux, on a dit, nous, que c'était des plateformes crew, mais ça marche pas, notre histoire là. Ça aurait dû être un capability crew. Mais tout seul, tu leur dis rien en fait. Tu leur as juste dit, on va juste mettre des noms. Mais comme en mettant des noms, tu as introduit des différenciateurs tout seul dans leur tête, ah, mais en fait, ça marche pas, notre idée. Ah, mais on aurait dû faire quoi alors? Coach, aide-nous. Puis hop, là, c'est là où tu vas pouvoir commencer à mettre en place le modèle. Puis on l'a fait comme ça chez TD. Alors, ça a pris 6 mois avant qu'on puisse vraiment faire une réorg pensée à l'avance, comme je vous ai dit au tout début hein, de la présentation, on l'a pensé en avance. Ça nous a pris 6 mois pour les amener à juste la volonté de, mais si on le faisait. Donc, ça peut être pénible, hein, mais c'est faisable. Mais c'est pas en arrivant en disant, hey, on va tout changer, regardez les modèles qu'on a. C'est sûr que les grosses boîtes, elles vont pas aimer ça. On va voir plus loin un exemple d'une grosse boîte néerlandaise qui utilise ça. On vous montrera ça après. Mais j'irai plus vite parce qu'après, sinon, on n'aura pas le temps de faire les activités. Ouais, vas-y, Olivier. Non, c'est ça que j'allais dire. Ah, c'est ça que tu avais dit. Laisser le temps pour l'atelier, donc de Ouais, regarder c'est ça. l'autre C'est exemple ça, c'est ça. rapidement, merci. On fait ouais, juste un. Euh, donc, celui que je voulais vous montrer, c'est pas celui-là, c'est eux, là, Coolblue. Et pareil, Jürgen, il l'a montré. En fait, Coolblue, c'est l'équivalent d'Amazon aux Pays-Bas. C'est plus gros qu'Amazon aux Pays-Bas, en fait. Amazon fait moins de business que eux, mais c'est le même genre d'entreprise. Ok. Bah, eux, c'est une entreprise qui utilise ça, par exemple. Je ne vous rentre pas dans le détail, mais les petits trucs intéressants à voir juste dans ce modèle-là, c'est que eux, les facilitation crew, donc pour aider les value streams à s'aligner entre eux, c'est des product owners, c'est pas des coachs, hein. Les coachs, ils sont là. Et ils font appel à eux que ponctuellement quand ils en ont besoin. Donc eux, c'est une team d'experts, une équipe d'experts, et puis ils vont piocher dans ces experts que s'ils ont besoin. Alors ça veut dire qu'eux, ils ont des équipes qui sont quand même déjà assez matures, qui n'ont pas besoin de beaucoup de coaching. Mais c'est bien parce qu'en vrai, n'oubliez pas, hein, coaching, ça n'influence que 10% de votre succès. Donc en vrai, pas forcément investir énormément dans les coachs. Je dis ça alors que c'est mon métier, hein. Donc ça, c'est l'exemple que je voulais vous montrer d'une grosse corpo qui le fait. Mais un qui est rigolo, c'est celui-là. Euh, si on, Ça, c'est une entreprise estonienne, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, c'est Pipedrive. Euh, Si on le regarde juste bêtement comme ça, on a l'impression que c'est que des value streams. Et en fait,
Ce qu'on ne voit pas sur le dessin, c'est la notion dont j'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure de temporalité et de porosité des équipes. Donc, est-ce qu'elle a une durée de vie plus ou moins longue? Puis, est-ce que les gens peuvent aller et venir? Et du coup, si on essaye de la mettre dans le temps, ça ressemble plus à ça. En fait, on avait l'impression qu'on a vécu des value streams infinis, mais en fait, non. Ils en ont qu'un de value stream infini, c'est celui qu'ils appellent leur launchpad. Et c'est là où tout le monde revient quand ils ont fini leur mission. Puis on voit du coup qu'il y a plusieurs missions et les missions ne démarrent pas forcément en même temps. Elles démarrent quand on en a besoin. Elles ont une certaine durée de vie. Puis quand cette mission est achevée, bah, tous les gens, on les remet dans le launchpad. Alors généralement, dans le launchpad, ils font des activités de type platform crew, généralement. Et après, donc l'idée ici, c'est les gens qui atterrissent dans le launchpad, ils sont dispo pour repartir dans une autre mission, mais ils ne peuvent pas faire plus de 3 missions de suite. Au bout de 3 missions de suite, ils doivent passer un certain temps dans le launchpad, histoire qu'il y ait une certaine rotation, en fait. Mais du coup, je l'aime bien cet exemple-là, puis on va s'arrêter avec cet exemple-là. C'est que on peut vraiment être super créatif en fait. On avait l'impression que les value streams ils étaient juste tout le temps infinis, mais en fait c'est pas le cas, hein. Et on peut jouer aussi avec ça, avec ces deux paramètres-là de euh, qui je fais rentrer. Est-ce que c'est fixe les personnes qui sont dans mon équipe, et puis est-ce que l'équipe elle a une durée de vie que je peux prévoir ou pas. Donc voilà, on peut se faire plaisir avec tout ça dans la boîte de Lego. Ok, on a été un peu plus long que ce que j'avais imaginé, mais c'est pas grave. On a eu de belles conversations. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Sinon, on va passer à une activité. Juste une petite question par Ouais, rapport à ce que tu viens de montrer. Est-ce ouais, que dans cet exemple, on utilise les principes de self-selection? On définit les missions, puis les équipes ouais. Dans celui-là, se créent? effectivement. Dans cet exemple-là, en fait, les gens qui sont dans le Launchpad, ils ont, je ne sais plus la fréquence par contre, j'ai oublié, mais disons une fois par mois, je crois que c'est ça la fréquence. Mensuellement, en fait, les product owners qui sont qui vont partir une nouvelle mission, ils viennent faire leur pub en fait. Et ils disent, voilà la mission qu'on va faire telle chose, etc., pour tel type d'utilisateur, et ils font vraiment leur pub. Et après, les gens peuvent dire, bah, moi, je veux bien m'enrôler dans ta mission. Ou bah non, finalement, cette mission-là, c'est pas pour moi, donc bah, je laisse une chance à quelqu'un d'autre. Donc effectivement, là, c'est vraiment du self-selecting, avec une sorte de marketplace qu'ils organisent. Ok, merci. All right. On passe à l'activité, si vous voulez? Oui. Ouais. Ok, j'arrête de partager pendant une seconde parce qu'il faut que je vous donne un lien vers un Miro. Ah non, un mural d'ailleurs, pas un Miro. Hop. Si j'avais été malin, ben, je l'aurais fait en avance, mais je ne suis pas si malin que ça. Je vais le mettre dans le chat ici. Tac, tac, tac. Est-ce que j'en ai la capacité de chat? Je pense que je vais en profiter pour dire qu'on va arrêter l'enregistrement puisqu'on Oui, va passer à la partie interactive, la meilleure pour des personnes qui nous regardent, parce que l'activité est très riche en enseignements. Mais yes. merci Gaël et retrouvez-nous sur agilemontréal.ca.